Bonjour, aujourd'hui on va s'intéresser à un univers juridique vraiment à part, une spécialité bien française qui organise les rapports entre l'État et nous, les citoyens, le droit administratif. Un système un peu paradoxal, né d'une méfiance historique, mais qui est là pour contrôler la puissance de l'État. Allez, pour commencer, une question qui peut paraître un peu folle. Est-ce que demain, le gouvernement pourrait nous imposer, à tous, par décret, une sieste obligatoire? C'est absurde, bien sûr, mais cette question nous emmène pile au cœur du sujet. Où s'arrêtent les pouvoirs de l'État? Quelles sont les limites? Et voilà à quoi ça pourrait ressembler ce fameux décret. Article 1, la sieste pour tout le monde. On pourrait même imaginer un article 3 avec des contrôles à domicile, on voit bien le délire. Si on ne mettait aucune barrière, l'administration pourrait prendre des décisions complètement arbitraires. Alors, qu'est-ce qui l'en empêche au juste? Eh bien, la réponse de la France à cette question est très originale. C'est ce qu'on appelle souvent l'exception française. L'idée, ce n'est pas de soumettre l'État aux mêmes règles que les citoyens, non, c'est de lui créer un monde juridique rien que pour lui, un univers parallèle. Mais alors pourquoi faire si compliqué? Pour deux raisons principales. La première, elle est historique. Juste après la Révolution, on se méfiait comme de la peste des juges, qui étaient vus comme un contre-pouvoir un peu trop zélé. Une loi de 1790 leur a donc carrément interdit de se mêler des affaires de l'administration. Et puis, il y a une raison plus philosophique. L'État, lui, il agit pour l'intérêt général. Il ne peut donc pas être jugé avec les mêmes règles que celles qui s'appliquent aux intérêts privés des particuliers. Et ce tableau, il résume tout. Le droit civil, celui de tous les jours, il part d'un principe simple, l'égalité. Mais le droit administratif, lui, il est pensé pour être déséquilibré. Il donne à l'administration des pouvoirs que personne d'autre n'a, des super-pouvoirs, qu'on appelle des prérogatives de puissance publique. Mais en échange, il faut un arbitre spécial pour éviter que ça ne dérape. Cet univers juridique, il n'est pas sorti de nulle part, imaginé par des théoriciens dans un bureau. Non, il est né d'un événement très concret, d'un drame humain, l'histoire d'une petite fille. Et cette histoire, c'est en quelque sorte l'acte de naissance de tout le système. Alors, pour bien comprendre, faisons un petit retour en arrière. On a donc la loi de 1790 qui crée une sorte de vide. Si le juge ordinaire ne peut pas juger l'État, qui va le faire ? Ensuite, Napoléon crée le Conseil d'État, mais au départ, c'est juste un conseiller du gouvernement. Et puis, en 1871, un accident va tout changer et mener à une décision de justice qui va marquer l'histoire en 1873. L'histoire est aussi simple que tragique. Une petite fille de 5 ans, Agnès Blanco, est renversée par un wagonnet qui sort d'une usine de tabac appartenant à l'État. Son père, logiquement, attaque l'État devant un tribunal civil pour obtenir réparation. Mais là, le préfet bloque tout. Il dit « Non, la justice ordinaire n'a pas son mot à dire ». L'affaire remonte jusqu'au tribunal des conflits qui va rendre une décision révolutionnaire. Il dit « Oui, l'État est responsable, mais non, ce n'est pas au juge ordinaire de s'en occuper. Il faut un juge spécial et des règles spéciales. » Et cette décision, c'est l'acte de naissance de 3 principes qui sont encore là aujourd'hui. D'abord, c'est la fin de l'idée que l'État est intouchable. Il peut être tenu pour responsable. Deuxième point, on confirme officiellement que c'est le juge administratif qui est compétent. Et troisièmement, le plus important peut-être, on affirme que ce juge va appliquer un droit autonome, avec ses propres règles, pas celles du Code civil. Un nouveau monde juridique vient de naître. Ok, on a vu la naissance du système. Maintenant, comment ça marche au quotidien? Parce que ce n'est pas parce que l'administration a des pouvoirs spéciaux qu'elle peut faire n'importe quoi. Au contraire, cette puissance est très, très encadrée. Et la règle numéro 1, la clé de voûte de tout l'édifice, c'est le principe de l'égalité. Ça veut dire une chose très simple. L'administration, aussi puissante soit-elle, est soumise au droit. Elle n'est pas au-dessus des lois. Chacune de ses décisions doit respecter un cadre juridique qui la dépasse. Et cette phrase, tirée d'une décision de 1950, est peut-être la meilleure garantie que l'on ait. Elle dit en substance que, quelle que soit la décision prise par l'administration, on a toujours le droit de la contester devant un juge. C'est une part qui est toujours ouverte pour vérifier que l'administration a bien respecté la loi. C'est ce qu'on appelle le fameux recours pour excès de pouvoir. Mais à quel droit l'administration doit-elle obéir au juste? Eh bien, à toute cette hiérarchie qu'on représente souvent comme une pyramide. Tout en bas, vous avez un petit arrêté municipal. Pour être légal, il doit respecter les décrets du gouvernement juste au-dessus. Ces décrets doivent respecter les lois votées par le Parlement. Les lois doivent respecter les traités internationaux et le droit européen. Et tout en haut, au sommet, on a la Constitution. Chaque étage doit être conforme à tous les étages supérieurs. Alors on a les règles. Mais qui sont les acteurs de ce système aujourd'hui? Qui s'assurent que tout ça est bien appliqué? Bref, qui sont les arbitres qui surveillent le match entre l'État
et les citoyens. L'arbitre principal, évidemment, c'est lui, le juge administratif. Et son rôle est double. D'un côté, il est le gardien de la légalité, il siffle la fin de la partie si l'administration sort du cadre. Et de l'autre, c'est un peu un équilibriste. Il doit sans cesse trouver le bon équilibre entre l'efficacité de l'action publique et la protection des droits de chacun. Et ce juge, il doit arbitrer dans un paysage administratif qui s'est bien complexifié. Pendant longtemps, on a parlé du millefeuille territorial, une superposition bien nette de couches, l'État, la région, le département, la commune. Aujourd'hui, c'est plutôt un crumble. C'est plus éclaté, plus flexible, les règles peuvent être différentes d'un endroit à l'autre, c'est peut-être plus souple, mais c'est encore plus complexe. Et pour un exemple tout à fait concret et récent, il suffit de penser à la décision de l'Arcom, le gendarme des médias, de ne pas renouveler les fréquences de C8 et NRJ12. Les chaînes n'étaient pas d'accord, elles ont contesté, et qui a dû trancher? Le juge administratif suprême, c'est-à-dire le Conseil d'État, qui a dû vérifier si l'Arcom avait bien utilisé son pouvoir dans le respect du droit. On arrive au bout de cette exploration. Et s'il fallait résumer l'ADN du droit administratif français en 2 mots, ce serait sans doute recherche d'équilibre. Finalement, ce qu'il faut retenir, c'est ce grand paradoxe. Le droit administratif, c'est un système qui, d'un côté, donne à l'État des pouvoirs immenses, bien plus grands que ceux d'un simple citoyen, au nom de l'intérêt général. Mais de l'autre côté, il crée un contre-pouvoir sur mesure, ce fameux juge administratif, dont le seul but est de nous protéger contre l'arbitraire de cette puissance. C'est un dialogue permanent, un équilibre toujours à trouver entre la force et le droit. Et tout ça nous laisse avec une question fondamentale, et qui est plus pertinente que jamais à notre époque. En période de crise, quand il faut agir vite et fort, jusqu'où peuvent aller les pouvoirs de l'État? Où se trouve la ligne rouge à ne pas franchir? Et surtout, qui est légitime pour la tracer? Tout l'enjeu de cet équilibre fragile est là,